Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les salles de défi qui sont vraiment la conséquence directe d'un retour utilisateur, quoi, même des choses... Oui, bah, cette boîte à idées là, que j'ai faite, soit avec les clients, soit avec les animateurs, il y a des idées textos qui sont venus s'intégrer dedans, quoi. Okay. Non, maintenant, il y a 2 des 3 salles qui sont en compétition, tu vois, ça c'était une demande. Il y avait des demandes de jeux très spécifiques, tu vois, des histoires de... Il y a une salle avec des buzzers, du coup il fallait que les gens voulaient que ce soit de la coopération, vraiment essayer de se synchroniser entre les gens, un peu en rythme et tout. Ben là il y a un jeu qui fait ça. Okay. Il y a des gens qui voulaient, dans la salle où on lance les balles dans le flipper, il y a des gens qui voulaient un jeu de compétition un peu de territoire, où tu lances tes balles et tu prends ce territoire là, puis ensuite tu lances cette balle et tu prends ce territoire là, et du coup il y a un des bonus du jeu qui reprend ce jeu là, tu vois. Okay. Voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a des gens qui voulaient dans le jeu des lasers, c'est le 3e jeu, où il faut éviter des lasers pour ne pas perdre de points. Il y a des gens qui voulaient avoir des possibilités en faisant des trucs, en gagnant des bonus, de pouvoir éteindre des lasers pour rendre la salle plus facile. Et du coup c'est pareil, il y a un des modes du jeu maintenant, actuellement, où effectivement si tu fais bien les choses, hop, il y a des lasers qui s'éteignent, du coup c'est de plus en plus facile, puis ensuite ils se rallument tous quand il y a une alarme qui sonne, du coup ça rend le jeu un peu plus dynamique. Du coup il y a vraiment des idées texto qui sortaient de la boîte à idées qui sont implémentées maintenant dans les salles. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai exploré un petit peu les besoins des utilisateurs, souvent je classe les choses entre les envies et les besoins. Donc j'ai l'impression que tout ce dont tu m'as parlé, là, ça colle, enfin c'est plus du côté envie. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, côté besoin, je sais pas, peut-être en termes d'accessibilité, de hauteur, de boutons, que vous avez pu adapter, enfin vous vous êtes rendu compte de... Ouais. Ça, avant l'évolution de cette année des salles de défi, au tout début, dès les 6 premiers mois, on a par exemple accueilli des groupes de personnes sourdes. Et du coup, on n'avait pas du tout pensé à, par exemple, sous-titrer les consignes de ce que dit la voix. Ouais, ça se passe tout oralement. Ça se passe tout oralement. Alors qu'on a des écrans dans les salles, tu vois, qui donnent le score, qui font des petits bonus et tout ça. Okay. Et du coup, là, c'est le premier truc qu'on a implémenté rapidement. Et du coup, quitte à implémenter ça, on a aussi implémenté, on a rajouté dessus la possibilité que tout soit en anglais aussi. Soit les sous-titres, soit la voix, soit les deux. Et parce qu'on a beaucoup d'anglophones aussi dans le bar qui viennent chez nous. Et du coup, ça, c'est des trucs qui ont clairement c'était un besoin, quoi. Soit l'un, soit l'autre. Donc ça, vous vous êtes rendu compte le jour où il y a eu le jour où on a eu le problème. Le groupe qui dit mais en fait je comprends rien là, c'est pas possible. En fait, oui, c'est nul votre salle. Ah oui, mince. Pourquoi elle n'est pas sous-titrée? Oui, bonne question, on va le sous-titrer dès demain. Ça, c'était effectivement un oubli de notre part, c'est clair. Ok. Cool, mais c'est ça qui est hyper riche aussi, justement d'être capable d'itérer et de s'améliorer en fait, parce qu'on pense jamais à tout, donc c'est l'essentiel, c'est d'arriver à s'améliorer, quoi. Ok. Je crois qu'on a fait le tour un peu de tout ça. Ouais. Si, alors une petite dernière question sur les salles de défi. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments communs entre toutes les salles de défi qui participent à l'expérience utilisateur, qui fonctionnent, que vous avez identifié comme si, imagine, tu ouvres un nouveau lieu, enfin, je sais que tu vas ouvrir un nouveau lieu, je ne sais pas si ce sera les mêmes salles de défi, mais si vous voulez faire quelque chose qui n'a rien à voir, est-ce que vous reprendriez quand même certains éléments? Ouais, après, mais je trouve que c'est des éléments qui sont communs à tous les active games, tu vois, ces jeux-là un peu
où il faut de la coopération, en fait, il faut que tes jeux ne puissent pas être complètement réalisés par une seule personne du groupe. Ok. C'est-à-dire que donc tu te débrouilles, soit dans la règle du jeu, il faut absolument que une personne soit en train d'appuyer sur ce bouton-là, du coup elle est bloquée là, pendant qu'une autre personne est en train de faire autre chose à l'autre bout de la salle. Ils sont obligés du coup de coopérer. Okay. Ça peut pas être quelqu'un qui connaît, tu vois, tu rentres à 4 dans la salle, ça peut pas être quelqu'un qui connaît complètement la salle qui dit oui mais il faut appuyer là, 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 et les autres ils sont en train de le regarder quoi. Il faut surtout essayer d'éviter ça. Okay. Et donc ça c'est un peu une contrainte de base, tu vois, de ces jeux-là. Après il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit évolutif, adaptatif dans le sens où si t'es bon, le jeu te permet de gagner plus de points mais le jeu devient plus difficile. Et si t'es encore meilleur, tu gagnes encore plus de points mais il devient encore plus difficile jusqu'à ce que tu arrives à un truc impossible. En fait il n'y a pas de limite. Ouais. Pour que peu importe si tu reviens, c'est comme un peu un flipper, c'est comme les jeux d'arcade. C'est infini en fait. Tu peux toujours revenir le faire parce que t'as jamais la limite. Ouais, t'as jamais gagné en fait. Le but du jeu c'est de faire le meilleur score, mais tu peux gagner que en te comparant aux autres équipes, mais si ça se trouve, toi tu reviens, tu te bats toi-même quoi. Et du coup c'est aussi ce principe là, tu vois, qu'on maintient aussi. Et puis du coup là en rajoutant la compétition, dans la compétition, oui tu peux on a rajouté des trucs qui restent, c'est pas chacun dans son coin, tu vois, il faut toujours arriver à interagir, donc il y a des bonus qui vont affecter d'autres joueurs, tu vois. Donc, comme ça tu peux vraiment, tu continues à interagir même si tu es en compétition dans le jeu quoi. Okay. Tu vas appuyer sur ce bouton là, ça va faire perdre des points, ou tu vas lancer telle balle dans telle cible, ça va faire gagner des points à un autre joueur, ou tu vas voler les points d'un autre joueur, enfin t'as des trucs okay. rigolos à faire quoi. Donc il faut toujours que ce soit en interaction quoi. Donc soit stimuler la coopération, soit même en compète, que c'est pas chacun dans son coin qui essaye de faire le meilleur score, c'est vraiment tu peux influencer les uns les autres quoi. Ok, ça marche. Donc ça je pense qu'on va le garder. Ok, et on a fait le tour un peu de mes questions principales. Du coup j'essaye de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit et puis de faire le lien avec le domaine du logiciel. C'est assez éloigné, mais on retrouve quand même des choses communes. Déjà dans l'exploration, les approches d'observation. Finalement, vous êtes allé observer ce qui se passait ailleurs. Les interviews en échangeant alors plutôt avec des experts finalement, avec les responsables de bar à jeu, plus que des utilisateurs. Mais d'aller en tout cas recueillir de la donnée et des informations pour vous nourrir de ça. J'imagine on en a spécialement parlé, mais que vous avez sans doute aussi fait des recherches un peu plus bibliographiques, un peu plus... sans forcément interagir avec des gens, mais pour vous renseigner sur le marché, sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Et puis cette notion, le petit questionnaire aussi, l'étude de marché, ça c'est toutes des choses qu'on fait aussi dans le logiciel pour aller vraiment recueillir les besoins, recueillir les contraintes, comprendre le contexte en fait. Il y a cette notion-là de comprendre les besoins, puis comprendre le contexte aussi. Donc ça c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait, de ce que j'en comprends. Ensuite, il y a toute la partie conception, où là, dans le logiciel, on va faire des ateliers d'idéation, souvent, avec toutes les parties prenantes, pour essayer d'imaginer la meilleure solution. Et donc ça, c'est aussi ce que vous faites, en tout cas sur les salles de défi, puis même sur le bar, vous en avez beaucoup échangé tous les trois, pour construire ça ensemble. Derrière, il y a la partie de ce qu'on appelle le delivery dans le logiciel, donc le fait de délivrer le logiciel, de le mettre en prod, puis petit à petit en fait de le construire, ce qu'on disait tout à l'heure avec les fameux sprints de 2 semaines, et puis de recueillir du feedback pour s'améliorer tout au long de cette livraison qui peut s'étaler sur des mois. Donc vous avez fait ça en particulier sur cette période de soft opening là, avec des itérations très courtes en recueillant du feedback. Puis la 4e étape qui est très très liée à ça, c'est la partie d'évaluation. Évaluer que ce qu'on fait, ce qu'on a proposé correspond vraiment fonctionne quoi, en fait, procure cette expérience mémorable et agréable et souhaitable qui va donner envie aux gens de revenir utiliser le produit ou le service, d'en parler autour d'eux et qui procure de la satisfaction finalement. Ça, nous, on fait beaucoup les tests utilisateurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est pas forcément exactement la même approche, mais finalement, ça se rejoint pas mal
prendre du feedback déjà au quotidien avec les retours des gens, que ce soit sur le bar ou sur les salles de défi. Et puis en particulier cette période aussi où vous posiez vraiment des questions et vous observez aussi, de ce que j'en comprends beaucoup, tout ce qui se passe en fait avec des boucles de feedback courtes finalement, puisque même en dehors du soft opening, encore aujourd'hui, toutes les semaines, vous faites des points réguliers pour essayer de vous améliorer en continu, quoi. Donc il y a vraiment cette notion d'amélioration continue qui est au cœur de votre pratique et qui est vraiment importante aussi dans le logiciel et je pense dans tous les domaines en fait, hein. Sauf dans les domaines très figés. Par exemple, j'ai interrogé un urbaniste, une fois qu'il a livré son aire de jeu par exemple, c'est difficile d'évaluer et d'améliorer en continu, c'est compliqué. Mais on a la chance d'être dans des domaines où on peut faire ça, donc ce serait dommage de s'en priver, quoi. Ouais. Et du coup, puisque la question de base, c'est quand même, c'est quoi la spéciale sauce de Gaëtan, en l'occurrence, pour qu'est-ce qui est... Enfin, Gaëtan, ou tire-toi une bûche, hein, parce que je sais que vous êtes 3 là-dedans. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence du lieu? Alors, moi, j'ai quelques petites idées. Je sais pas si tu veux en dire un mot avant que moi je fasse mon analyse. Non, vas-y. Ça t'intéresse? Ok. Du coup, moi, de tout ce que tu as dit, je vois plusieurs choses, hein. Je vois clairement le fait d'avoir quelque chose de nouveau qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, avec cette association, tu l'as dit, d'un bar à jeu, mais qui est déjà en soi différent des autres, qui joue beaucoup sur l'esthétisme, des plats, des cocktails, et qui donne envie. Donc quelque chose de finalement, quand on arrive là, on s'attendait à un bar à jeu, puis on est agréablement surpris par la beauté de tout ça. Plus les salles de défi qui créent un deuxième effet waouh, si on était au courant, bon, on est peut-être venu pour ça. Si on n'était pas au courant, c'est quelque chose d'hyper stimulant. Donc ça, c'est l'expérience la première fois qu'on arrive. Et à ça se rajoute toute une dimension sociale. Donc sociale entre les gens, forcément, hein, c'est un bar à jeu, donc les gens ils vont interagir entre eux, ils vont rire entre eux, ça va créer du lien et les gens ils vont passer un bon moment grâce à ça, en mettant l'accent sur les jeux d'ambiance plutôt que les jeux prise de tête et très lourds, ça contribue vachement à ça aussi. Le fait de proposer des jeux nouveaux, d'essayer de faire découvrir des jeux, on est encore dans le côté nouveauté. Et puis sur le lien social, il y a aussi le lien avec vous. Le fait d'avoir cette équipe déjà avec des gens dédiés sur l'animation, avec cette proximité dans le tutoiement, avec même le cadre, hein, on n'en a pas vraiment parlé, mais les belles tables en bois, c'est très chaleureux en fait. Et ce dont tu as parlé par contre, c'est le côté familiarité. Donc ça c'est la première visite, et puis finalement la fois suivante qu'on vient, on se sent familier du lieu. Et on a quand même cette petite dose de nouveauté avec peut-être une salle de défi qu'on n'avait pas fait, un jeu qu'on connaissait pas, un nouveau cocktail. Et donc il y a finalement j'ai l'impression qu'il y a tous les ingrédients nécessaires, puisque si je résume un peu les ingrédients que j'ai identifiés avec Nadine, il y a l'émotion, donc elle est là avec le rire, avec même gustativement finalement il y a de l'émotion aussi. La nouveauté, j'en ai parlé, reparlé, voilà. C'est quelque chose d'original et en plus, à chaque visite, tu peux avoir des choses nouvelles. Le lien social. Et puis, j'en oublie un. Je sais plus ce que c'était. Mais la famille... c'est peut-être celui-là dans mes 4 ingrédients. Je sais plus c'est quoi. Mais... si. Non, celui-là, il est peut-être moins. C'est l'impact. L'impact sur ma vie. Okay. Celui-là, dans le bar à jeu, il est peut-être un peu moins. Mais quoique, ça te détend, voilà. Il y a des gens depuis... les gens qui se le speed gaming qu'on faisait. Ok. Donc, oui, dans le speed gaming, on en a pas parlé, mais il peut y avoir un gros impact. Ouais. Mais après, sinon, c'est un impact un peu plus modéré, mais le fait de passer un moment d'être détendu et de rentrer chez toi détendu, c'est déjà un impact en fait. Hein. Oui, c'est clair. Donc, c'est un divertissement, donc c'est clair que ça vient répondre aussi à un besoin aussi primaire, quoi. Des gens, t'as envie, soit entre collègues, soit en famille, de passer un bon moment, quoi. Ouais. Donc bravo, hein, j'ai l'impression que vous avez réussi à mettre tous les bons ingrédients. On dirait qu'il y a des neuroscientifiques dans... À croire que... À croire que les gens qui ont créé ce lieu connaissent le fonctionnement du cerveau. Improbable. D'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée. Mais est-ce que... Parce que donc, vous êtes sur les 3, vous êtes 2 personnes qui ont fait des études de neurosciences, et la 3e, c'est un comédien, c'est ça, Alex, à la base. Ouais.
Est-ce que tu dirais que ça a été un handicap par rapport à la concurrence ou un avantage? Je trouve que ce qui nous a surtout aidé, ça a été un handicap pour les financeurs. Tu vois, on est financé par la NEF, nous, la banque d'investissement local, mais ça a été un problème que tu vois, on ne vienne pas du milieu de la restauration et tout ça. Donc ça a été compliqué. Mais par contre, je trouve que c'est un avantage parce que on vient avec des nouvelles idées, on vient avec une envie différente et tout, et mais c'est plus parce que nous trois, on est aussi des consommateurs de base, enfin des utilisateurs, nous, de bars à jeux et puis de bars et de restaurants tout court, quoi. On adore aller au restaurant, on adore aller dans les bars, on adore sortir le soir et tout. Et du coup, c'est vraiment avec ces expériences-là que nous, on est venus créer ce lieu-là. C'est pour ça que notre lieu, par rapport à un café ludique, tu vois, où c'est pas la même ambiance, quoi. Parce que nous, on est venus, je pense, le nourrir de notre envie du lieu parfait pour nous. Et du coup, on sait ce qu'on a envie d'y trouver dans ce lieu parfait-là, parce qu'on était deux grands consommateurs, ouais, de restos, de bars et tout, quoi. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait la différence, tu vois. Si tu viens ouvrir ton lieu, ton café ludique ou ton bar à jeux avec juste l'envie de faire découvrir des jeux, ben, ça va créer un tout autre lieu, quoi. Je dis pas que c'est moins bien, mais ça va répondre à une toute autre demande, tu vois. Et nous, du coup, on a envie que ce lieu reste un lieu festif à la base, et du coup, ça nous a presque fait plaisir, tu vois, les premières fois, les premières semaines où il y avait des gens qui venaient qui disaient non, mais nous on vient juste manger et boire des verres, quoi. On se dit ah ouais, ok, cool, on a réussi un peu le truc, parce qu'on n'a pas envie de se focaliser jeu, même si on est très coloré, animation, jeu, salle de défi et tout, quoi. Mais du coup, on avait envie aussi de donner de l'importance à ces deux parties-là du lieu qui sont très importantes, et d'où vraiment, je te dis, le sous-titre, on a mis cuisine avant bar à jeu, pour ça, quoi, parce que aussi pour se dire, attends, on le met carrément dans le titre, comme ça on peut pas l'oublier, quoi. On met vraiment l'accent là-dessus, et du coup ça nous a, je pense, démarqué d'autres lieux, quoi. Et c'est ça qui je trouve que c'est ça qui a été une force, je pense, pour nous. Entre nous trois, on avait cette envie-là, quoi, partagée. D'accord. Ouais. Donc plus que de venir d'un autre domaine, c'est le fait d'être des gros consommateurs. Je pense de connaître le fonctionnement du cerveau, et encore c'est bien grand de dire ça, mais ça m'a beaucoup aidé, quoi. À part moi, il y a des trucs qui m'ont aidé, mais c'est plus, tu vois, des techniques d'éducation populaire, des techniques comment susciter la participation, comment animer un groupe et tout ça, c'est des choses qui m'ont aidé, mais dans ma pratique de l'animation, tu vois, dans le lieu. Mais bien sûr, après j'ai en tête ce qui permet de se mémoriser les choses, la manière dont on présente aussi les règles d'un jeu pour que ce soit plus facilement accessible, et ça j'ai quand même un peu des petites idées en tête derrière qui viennent de mes connaissances, tu vois, mais c'est pas un truc que j'utilise vraiment au quotidien. Je pense qu'après, le fait d'avoir fait une thèse et d'être chercheur, tout simplement, ça t'a appris surtout à te débrouiller, quoi, peu importe la situation. Et du coup, ça, pour le coup, pour l'entrepreneuriat, c'est utile. C'est utile de pouvoir être tout terrain. Et clairement, après avoir fait ton doctorat et ton postdoc, t'es un peu tout terrain, quoi. Tu te débrouilles. Je sais pas faire ça, je vais apprendre à le faire, et go, quoi. Ça, je sais pas comment ça marche, je vais lire des bouquins pour savoir comment ça marche, et puis go, quoi. Et tu t'es jamais bloqué, quoi. T'as une capacité d'apprentissage. D'adaptation qui est un peu peut-être hors norme, parce que tu t'es mangé 10 ans d'études où t'as fait que ça, et puis après ça continue après. Donc, du coup, ça, je pense, ça m'a plus aidé. Ok. Carrément. Ça marche. Et on passe sur mes petites questions de conclusion. Ok. Je vérifie que j'ai pas rien oublié, mais c'est bon, Ouais, tout à fait. Alors, d'habitude, j'en ai deux, des questions de conclusion que je pose à tout le monde, mais pour toi, j'en ai rajouté une troisième, parce que je sais que tu fais aussi du clown sur ton temps libre. Oui.
Et bon, c'est un sujet qui a rien à voir, encore qu'il y a sans doute des liens, mais je me disais, ce serait intéressant que tu nous dises quelques mots sur qu'est-ce qui est important dans ce domaine-là pour créer des expériences mémorables. Sur scène en tant que tel, tu veux dire, quand tu Alors, fais un spectacle ou... qu'est-ce qui est important à n'importe quel moment pour que, au final, les spectateurs vivent une expérience mémorable? Ah, c'est dur, parce que je suis pas... Ouais, je suis pas... J'ai pas... Bah, moi, je fais du clown, même si là, j'essaye de commencer à monter un peu des spectacles, ça, notamment avec ma sœur, qui, elle, est professionnelle, vraiment, elle est marionnettiste, elle bosse dans le milieu, tout ça. La créer un spectacle, c'est toute une histoire, quoi. Et sinon, après, si je me focalise sur le clown, moi j'en fais, tu vois, un amateur, tu vois, pour l'instant, à côté de Tire-toi une bûche et tout. Mais du peu que j'en ai compris, parce que c'est aussi un apprentissage permanent, c'est vraiment l'art du présent, quoi, le clown. C'est pas le clown de cirque, comme on s'imagine. T'as 1000 clowns possibles, mais c'est surtout, si on le résume, Ouais. c'est vraiment l'art du présent, c'est la présence scénique pure, quoi, la plus pure possible, quoi. Et du coup, tu t'es toujours en interaction avec le public, tu peux regarder le public dans les yeux, tu peux interpeller le public, ce que tu peux pas faire au théâtre, par exemple. Donc ça, c'est un peu aussi des caractéristiques du clown. C'est aussi le plus petit jeu masqué du monde, puisque t'as un masque quand même, un peu comme la comédie dell'arte, mais très petit, c'est juste le nez, quoi. Mais t'as quand même un masque, donc ça te permet d'aller chercher des créatures aussi. C'est pas toi qui joues un personnage, c'est une créature, parce qu'il y a un masque, quoi. Il y a vraiment un jeu masqué, vraiment physique. Et du coup, ça te permet d'aller plus loin, parfois, dans des trucs que tu ne serais peut-être pas permis sans masque, tu vois. Et du coup, je sais pas ce qui est mémorable ou pas pour le public, mais c'est sûr que c'est un peu fascinant, quoi. Je sais que dans un des ateliers, il y avait mon prof Tommy Luminet qui disait j'aimais bien cet exemple-là. Il disait en fait, c'est presque la présence pure, c'est par exemple un animal sur scène. Tu vois, quand tu vas au théâtre, imaginons que tu vas au théâtre en extérieur, et en fait, il y a un chat qui rentre sur scène qui n'est pas du tout prévu dans la pièce. Et en fait, tu peux être sûr et certain que tout le public va être fasciné par ce chat. Ouais. Et parce qu'on va se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va courir d'un coup? Est-ce qu'il va venir voir un comédien, une comédienne? Est-ce qu'il va se frotter à sa jambe? Est-ce qu'il va avoir peur? Est-ce qu'il va partir? Enfin, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est fascinant, et parce qu'on sait qu'un animal, il est dans la pure présence. On sait qu'il n'est pas en train, il ne s'est pas écrit. Les comédiens, ce qu'ils font sur scène, c'est écrit, c'est répété, ils l'ont fait pendant 3 ans, c'est peut-être leur 10e représentation. Du coup, il y a un peu ce truc-là que tu as en tête, alors que l'animal, lui, c'est de l'art du présent pur, quoi. Il est vraiment là, en train de faire sa vie, et tu regardes. Et du coup, le but du clown, c'est d'arriver à cette présence-là. C'est que la créature, quand elle arrive sur scène, elle soit la plus proche du présent possible, pour que presque tu la regardes comme un animal, dans le sens où tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas, est-ce qu'il va pleurer, est-ce qu'il va nous confier quelque chose de très triste, est-ce qu'il va t'engueuler, est-ce qu'il va partir en courant, est-ce qu'il va juste ouvrir la porte et la refermer. Et du coup, c'est ce truc-là, je pense, qui fait tout est possible, que l'expérience est forte, quoi. Ouais. C'est que plus tu te rapproches de ça, je trouve, comme dans ce que je fais, plus tu te rapproches de ça, plus c'est fascinant, plus c'est fort comme expérience pour le public. Okay. Et du plus c'est bizarre aussi, parce que du coup t'es pas très habitué à voir ça, on est plus habitué à voir du théâtre, des choses un peu répétées. Oui. C'est pas tout à fait de l'impro non plus, parce que tu peux écrire un spectacle quand t'es en clown, mais tu peux pas t'éloigner trop de cet art du présent là, quoi. Du coup, c'est comme si t'écrivais une pièce pour un chat, quoi. Puis après t'espères qu'il va faire ce que t'as dit, mais vraiment ça peut partir en live, quoi. Okay. C'est vraiment ça qu'il faut s'imaginer, c'est un peu en caricature, quoi. Ouais, donc on est à fond sur l'axe nouveauté / surprise finalement. À fond, voilà. Là, oui, mais à fond. Tu vas voir aussi du clown parce que tu sais. Et puis moi, je suis même allé voir, dans les festivals de théâtre de rue, je suis même allé voir plusieurs fois des clowns qui font le même spectacle parce que tu es sûr que ce sera pas le même spectacle. Ouais. Peut-être que ce sera la même écriture, mais en fonction de ce qui se passe dans le public, de ce qui. Tu vois, oui, c'est ça peut être tout. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. Et c'est vraiment le théâtre vivant. L'aspect social aussi, du coup, qui se combine. Ouais, bien sûr. Ok, super. Maintenant, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur particulièrement mémorable pour toi ? Ouais,
Donc ça, tu m'avais dit, j'ai réfléchi un peu. Le truc le plus mémorable que j'ai fait récemment, c'était il y a 1 an ou 2. Non, il y a 2 ans. 2 ans en fait. Et c'était un truc que je voulais faire depuis plusieurs années. C'est Alex qui m'avait parlé de ça. En fait, c'est une troupe de théâtre qui est à New York. Le lieu s'appelle Sleep No More. Et ça dure 3 heures. Et en gros, c'est du théâtre immersif. C'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur. Le hall d'entrée, c'est une espèce de bar un peu années 30. Donc déjà, il y a déjà des comédiens dans ce bar-là, mais tu sais pas qui est comédien, qui est pas comédien. Ils sont habillés années 30, mais tout le monde est... Tu peux aussi toi jouer le jeu et t'habiller aussi années 30 et tout. Et du coup, c'est pas qui est comédien, mais t'as des gens qui te parlent comme si on était dans un bar des années 30, quoi. Tu peux commander à boire comme dans un bar normal et tout. Et puis à un moment donné, t'es appelé, on te distribue des cartes à jouer, et en fonction de ton numéro de carte à jouer, t'es appelé à prendre un ascenseur et à rentrer dans l'immeuble. Et c'est un immeuble de 4 étages. Et avec l'ascenseur, on te fait sortir à un étage aléatoire. Et là, on te donne un masque, c'est comme les masques avec les pics, là, comme les masques de la peste. On te donne un masque pour différencier du coup les spectateurs, tous ceux qui ont un masque, des comédiens et comédiennes. Okay. Et là, en fait, toi, t'es spectateur, donc t'es invisible pour les comédiens et les comédiennes, c'est-à-dire qu'ils interagissent pas ou très peu avec toi, ils te voient pas, et eux, ils font 3 heures de spectacle, où chaque comédien et comédienne a sa trame de jeu, et pendant 3 heures, ils vivent leur vie, quoi. Et c'est plein de trucs. Donc là, c'est autour, c'est No More, c'est autour de... je crois que c'est autour de... Beaucoup de trucs autour de Hamlet. Il y a plein de textes et tout. Il y a plein de textes différents. En tout cas, c'est vraiment... et t'es dans tout l'immeuble, et c'est vraiment un truc immense. Et tu peux monter des escaliers, changer de salle, rentrer. T'as plus de 30 comédiens qui font leur vie, quoi. Et toi, si tu veux, tu peux soit suivre un comédien dans le truc. Tu rentres dans des endroits, t'as un cimetière. Tu rentres dans un endroit, t'as une forêt. T'as vraiment une forêt avec des arbres et tout. Tu rentres dans un autre endroit, c'est une chambre à coucher. Dans un autre endroit, une discothèque. Enfin, tu te balades où tu veux, tu fais ce que tu veux. Soit tu suis un comédien et tu suis sa vie à lui ou à elle. Soit tu restes dans un lieu et tu vois les comédiens qui arrivent avec différents moments de l'histoire. Tu comprends pas tout, mais c'est fou, quoi. Et du coup, tu vois aussi d'autres gens. Visuellement, c'est fou parce que toi, tu vois pas ton propre masque, tu vois, mais tu vois d'autres gens qui sont habillés avec le masque de la peste, qui sont comme ça tout droit, qui regardent des gens, tu vois, par exemple, s'engueuler, tu vois, ou s'entretuer, tu vois, un peu genre à la Hamlet, tu vois, au milieu d'une salle et tout. Et du coup, l'expérience est folle, quoi. Pardon. L'expérience est folle et c'est vraiment au niveau théâtre immersif, c'est le truc le plus fou que j'ai vécu. Ah ouais. Ce truc le plus fou que j'ai vécu. Et c'est pas donné, hein, je crois que c'est 150 $, je crois. Okay. Mais ça vaut vraiment le coup. Ouais. Ça vaut vraiment le coup, c'est 3 heures. Et en fait, c'est à New York, du coup. C'est à New York, ouais. C'est à New York. Il y en a un qui avait ouvert à Londres il y a 1 an. On y est allé, mais en fait, le truc, on y est allé pile le moment où ça a fermé, parce qu'en fait, au milieu d'1 heure et demie, là, il y a eu un feu qui a été déclaré. Du coup, ils nous ont fait tous sortir. Donc, nous, on pensait que c'était tellement immersif. Ouais, que c'était prévu. T'as les comédiens qui te prennent par la main, il faut sortir. Toi, tu dis, super, c'est prévu. Pas du tout. Elle était vraiment sortie, il y avait vraiment du feu. Ah ouais. Et les pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu et tout. Et du coup, en fait, vu que c'était un truc de 4000 m², et là, c'était sur la guerre de Troie. Donc, il y avait des trucs, t'avais des dieux et tout. Enfin, c'était ouf. Et c'était la même compagnie. D'accord. Mais du coup, ils ont pas, je crois qu'à cause de ce feu-là, je sais pas, ils n'ont pas eu d'autres autorisations et tout. On a regardé, c'est fermé, quoi. D'accord. Donc il y a plus, donc, le plus proche, c'était Londres accessible. D'accord. T'es trop content, tu vois, qu'ils ouvrent à Londres parce que aussi, bien, c'est un truc où t'as envie. Alex, lui, le truc de New York, puisqu'il a habité à Montréal très longtemps, il l'a fait 11 fois. Il a fait 11 fois et il a pas tout vu, quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi un escape game à l'intérieur, c'est-à-dire que tu peux toucher à tout ce que tu veux. T'as plein d'objets, plein de trucs, tu peux ouvrir les tiroirs. Et en fait, il y a aussi des petites énigmes dans les trucs, et si tu résous ces énigmes-là, tu peux ouvrir des portes auxquelles tu n'as pas accès normalement. Enfin bon, bref. Ou tu peux dire des choses à des comédiens qui disent « Ok, tu me dis ça, du coup je te donne une clé, et cette clé-là, tu peux en faire ce que tu veux. » Enfin, en fait, t'as aussi un jeu dans le jeu. Très loin, bref, c'est ouf. Ok. Et du coup, ça, c'est clairement la plus grosse expérience. Ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est immersif. Mon frère a fait quelque chose comme dans le même style à Londres. Mais je ne crois pas que c'était sur la guerre de Troie, donc je lui demanderai. C'est peut-être ça, c'est sûrement ça. C'est peut-être autre chose. Si jamais c'est autre chose, parce que ça me dit rien que ce soit sur la guerre de Troie. C'est la thématique, mais en tout cas, de Troie, mais après il y a plein d'autres textes et tout. C'est comme la thématique à New York, c'est vraiment Hamlet, et il y a tu sens qu'il y a des trucs de trahison, de trucs, mais ça prend plein de textes. Ok.
Ouais, je lui redemanderai en tout cas, et si jamais c'est différent, je le mettrai en description pour si jamais il y a la possibilité de tester ça moins loin que New York. Nous, on avait bien cherché parce qu'on a tellement adoré qu'on était vraiment... Génial. Ouais, en tout cas, donc là, tu as clairement le côté nouveauté, le côté social, l'émotion aussi. À fond, et puis l'immersion est dingue. Et puis t'es tout seul aussi, surtout, c'est assez fascinant. C'est bien comme expérience à faire. T'es tout seul? Bah, t'es à plein de gens, mais en fait, ils font exprès, par exemple, de séparer les couples et tout. D'accord, oui, dans chacun vit... Ils te font sortir à l'étage 2, où t'as pas la même carte au départ. À l'étage 4, parce que t'as pas la même carte. Et après, tu te retrouves avec ton masque. Bon, parfois, tu peux retrouver des gens que tu connais, mais tu vois déjà tout le monde a un masque, mais tu reconnais, tu fais ah, salut. Mais en fait, toi, tu peux pas vraiment interagir parce que toi, t'es en train de suivre cette comédienne-là. Oui, de toute façon, t'es dans ton truc. La fin de l'histoire. L'autre, il est en train de regarder un truc que t'as pas du tout suivi, donc ça sert à rien de t'arrêter parce que tu vas rien comprendre. Du coup, en fait, il y a vraiment ce truc-là, c'est vraiment une expérience immersive, presque solitaire, mais oui, en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est très chouette. Ok, super. Et bah, ma dernière question, du coup, qui est-ce que tu aimerais écouter au micro de ce podcast? Eh ben, moi, j'aimerais bien voir, j'ai réfléchi tout à l'heure, j'aimerais bien voir Alexandre Astier, savoir un peu comment il crée des... Ce qui me fascine un petit peu sur l'aspect tu vois, conférence, l'aspect spectacle et tout. Aussi, on est sur l'aspect série et film, mais la manière dont il par exemple, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, tu vois. Ce qu'il a fait pour l'exoconférence, tu vois, il a fait une conférence sur toutes les histoires d'extraterrestres, en tout cas où est-ce qu'on en est nous sur nos croyances de la vie à l'extérieur de la planète Terre, tu vois, est-ce que tout ce qu'on a fait, toutes les histoires un peu folles de gens qui ont dit avoir rencontré des extraterrestres, pourquoi c'est absolument pas possible, tu vois, d'atteindre même les premiers systèmes solaires, en théorie des exoplanètes et tout ça, avec les moyens actuels, enfin, tout un truc un peu presque scientifique, tu vois, mais en même temps marrant, quoi, tu vois, divertissant. Ouais. Et moi, c'est un truc qui me plaît bien, un peu ce truc un peu de conférence gesticulée, enfin de conférence où tu as à la fois des informations scientifiques vraies, enfin des vrais faits, quoi, et puis rendre ça divertissant. C'est un truc qui me plaît beaucoup, quoi. Okay. C'est un peu un truc qu'on avait essayé de faire aussi avec pendant ma thèse, avec la énième compagnie. Moi, j'avais co-créé une petite conférence, tu vois, sur le cerveau, mais marrante, tu vois, avec un lien avec le théâtre aussi, enfin. Et du coup, c'est des choses qui me plaisent, mais dans ce mécanisme de création-là, on s'était beaucoup demandé sur... Parce que c'est un format un peu particulier, hein, comment arriver à intéresser, tu vois, pas être trop scientifique, mais pas être trop non plus à côté, tu vois, de la plaque sur les trucs que tu dis. Et cette balance-là, c'est un peu sur le fil du rasoir permanent. Bon, bien sûr, il doit aussi coécrire, tu vois, ces conférences avec d'autres gens, mais je pense qu'il a quand même une bonne vision de comment faire la part des choses et comment créer un peu un truc complet et bien rempli, quoi, là-dedans. Ok. Ouais, donc ce serait intéressant, ça. Ça marche. Je sais pas s'il viendra. Je sais pas si non plus, mais écoute, on peut demander, on sait jamais. Ok, et écoute, merci énormément Gaëtan, c'était une discussion super riche. J'ai appris plein de choses sur le bar à jeu, sur votre fonctionnement, et ça donne des sources d'inspiration. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Retrouvez-moi également avec du contenu exclusif sur TikTok. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.